Berkoff dans tous ses états. Alors les carottes sont cuites peut-être pour Édouard Philippe, en fait pas du tout, puisqu'il retrouve sa belle mairie du Havre. Et puis voilà, il sera peut-être un recours. Les années le liront, qui votera verra. Et pour le moment, c'est Jean Castex qui est Premier ministre, le maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Et voilà, il a été nommé. Et puis je pense que demain ou après-demain, on aura la composition du gouvernement, où j'espère que Sibeth Ndiaye sera devant les grilles de l'Élysée et fera effectivement la liste des choisis, des sélectionnés. Mais en attendant, pour le moment, on va entrer dans un autre caïda. Ah ouais. Il y a les caïds de la politique, il y a les caïds de la justice, il y a les caïds de la médecine, et puis il y a les caïds des cités, des villes, etc. Un système parallèle, depuis toujours, il existe depuis toujours, mais il a beaucoup changé, et il y a un témoignage passionnant sur un livre non moins passionnant d'un avocat de ces caïds. Il en parle, il témoigne. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Gérald Pandelon, avocat. Gérald Pandelon, avocat, pardonnez-moi de vous avoir écorché, et qui nous présente son livre « La France des caïds ». C'est publié chez Max Milo. Alors, Gérald Pandelon, c'est vrai que ce livre, il se lit d'ailleurs, et c'est normal, un peu comme un roman policier, comme un thriller, effectivement, parce qu'on entend toujours parler, vous savez. J'ai pensé à un autre livre, ça n'a rien à voir avec le vôtre, mais c'est l'autre pendant, c'est La France orange mécanique de Laurent Oberton. Tout à fait. Que vous connaissez donc, où il signale tous les faits divers, tous les jours, dans la presse régionale, partout on entend ça. Absolument. Et vous êtes de l'autre côté, vous êtes avocat et vous avez défendu au long de votre carrière, qui continue bien sûr, plus de 200 grands bandits. Vous le dites vous-même dans l'exergue de votre livre. Et alors, d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené, parce que je ne sais pas si c'est un choix ou ça s'est passé comme ça, d'aller vers ce domaine-là. Vous auriez pu avoir d'autres domaines. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le grand banditisme pour les défendre? Et c'est bien, un avocat doit défendre toutes les causes, il n'y a pas de problème là-dessus. Effectivement, vous posez une question très pertinente, puisque au départ, je sortais de Sciences Po, j'avais fait une thèse en droit public, sciences politiques, et tout naturellement, je pensais voir affluer au sein de mes cabinets des personnes en délicatesse avec la justice administrative, des marchés publics, des hauts fonctionnaires, ce que j'ai défendu par ailleurs. Mais en réalité, j'ai eu l'opportunité de défendre un parrain, on appelle cela comme ça, un parrain qui a voulu s'associer mes services. J'avais été recommandé et il a voulu s'associer mes services, et j'ai eu la chance, peut-être de talent diront certains, mais moi j'y crois pas. Enfin, j'ai eu la chance, il y a les deux, parce que la justice est assez changeante et parfois même relative. J'ai eu la chance de le faire tout simplement relaxé. Et à partir de là, j'étais en début de carrière, et à partir de là, un phénomène de boule de neige, il m'a présenté tous ses amis, lesquels m'ont présenté également tous leurs amis, et puis ça a été d'une certaine manière, M. Berkoff, déterritorialisé, puisque c'était à Paris, puis ensuite ce fut Marseille, puis ce fut Lyon, puis Perpignan, puis les grandes villes connues pour être des villes où un certain nombre de personnes, pas uniquement d'ailleurs dans les cités, ont maille à partir avec la justice pénale, la justice criminelle, voilà. Oui, c'est venu là. Oui. Alors on a dit, tiens, voilà un acquittateur, on va essayer de le suivre. En tout cas, de s'agréer ses services. Alors, on va parler de tout ça, mais c'est très intéressant, parce que alors, si vous aviez à faire un portrait, c'est toujours caricatural un portrait, mais il y a deux questions que je vais vous poser. D'abord, aujourd'hui on est en 2020, est-ce que le portrait de ce qu'on appelle le grand banditisme, alors on le dit toujours, évidemment on n'est plus à Carbone, à Spirito, à Francis le Belge, etc. Ça c'est fini depuis longtemps. C'est quoi aujourd'hui le grand banditisme? Vous en parlez longuement avec des tas de témoignages dans votre livre, je le dis, et c'est vraiment des témoignages tout à fait passionnants. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une figure où ce sont des figures éclatées et que chaque cas est pratiquement différent? Ce sont des figures éclatées du grand banditisme qui sont essentiellement situées géographiquement dans les cités. C'est-à-dire que le banditisme corse, tel qu'on l'a connu au 19e siècle, où on connaît tous les noms, et puis encore dans les années 50, la French Connection, dans les années 60 et 70 et encore dans les années 80,
Je crois que ce banditisme a cédé la place à une autre forme de banditisme qui s'est située géographiquement dans les cités. Dans les cités. Dans les cités. Quelques chiffres très rapidement pour donner, si vous me permettez, l'ampleur du phénomène. Dans les années 60, où on considérait que la jeunesse, surtout aux alentours des années 68, était relativement excitée, eh bien, vous aviez uniquement 300 poursuites par an du chef de trafic de stupes. 300 poursuites par an. Et je précise, M. Berkoff, que parmi ces 300 poursuites par an, toutes n'étaient pas accompagnées d'une condamnation pénale. Parfois, il y avait des classements sans suite, il y avait des relax, etc. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 000. Incroyable. Nous sommes de 300 à 200 000. Exactement. Près de 50 ans après, nous sommes à 200 000. Le trafic de stupes, c'est jamais aussi bien porté malgré les plans successifs qui frôlent l'angélisme. Hein. Je vais peut-être avoir l'occasion... L'angélisme, quand vous vous expliquez dans le plan de notre actuel ministre de l'Intérieur, qui est sans doute de bonne foi, mais qui, à mon avis, passe à côté de la question, que donner des informations au sein des cités, remplacer, que sais-je encore, l'octrice par l'OFAS, alors qu'on sait que 5 à 6% des affaires sont élucidées. Mais encore quelques chiffres pour donner l'ampleur du phénomène. Allez-y. Le trafic de stupes dans le monde, ce sont 800 milliards d'euros. En France, le premier chiffre d'affaires, si on peut dire, c'est le trafic de stupes. 3,6 milliards d'euros. 80%. 3,6 milliards d'euros par an. C'est bien ça. Exactement, absolument. Et vous avez 80% des crimes qui sont perpétrés, des assassinats, en relation avec le trafic de stupes. 80% des crimes. 80%. Donc, et à côté de cela, j'observe avec intérêt que tous les plans qui sont proposés relèvent d'une naïveté, sinon d'une incompétence, je ne me permettrai pas, mais d'une naïveté crasse. Oui. Alors, en tant qu'avocat, moi je suis un tout petit peu schizophrénique, parce que je défends ces gens-là, je sais, à mon très modeste niveau, je sais très bien que je ne serais pas suivi, ce qu'il faudrait sans doute faire pour juguler, pour assécher ces trafics, je le sais pertinemment. Marigot, je sais pertinemment, mais il ne m'appartient pas de le dire. Mais on ne va pas vous mettre en faillite. On ne me mettra pas en faillite, parce que plus, excusez-moi, une forme d'ironie conjuratoire, mais plus il y aura des procès, plus ça contribuera à ma prospérité relative. On va en parler, on va continuer à en parler après les informations, c'est passionnant, et puis vous aurez des questions à poser à Maître Gérard Pandelon. On reste ensemble et à très vite. Et nous restons avec notre invité Gérald Pandelon, avocat et auteur de ce livre La France des caïds. C'est publié chez Max Milo. Nous parlons aussi bien du nouveau Premier ministre dont nous venons d'hériter officiellement, Jean Castex, maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, le monsieur déconfinement du gouvernement qui prend donc ses fonctions à la suite d'Édouard Philippe à Matignon. Vous nous appelez 0826 300 300. Nous vous donnons la parole sur Sud Radio jusqu'à 14h en compagnie d'André Berkoff. À tout de suite. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui, et je précise tout de suite que je ne suis pas avec Jean Castex, mais bien avec Gérald Pandelon. Jean Castex sera interrogé un peu plus tard dans le cadre de ses activités, mais c'est une autre question. Gérald Pandelon, La France des caïds, aux éditions Max Milo. Alors, justement, vous avez, on a parlé du chiffre d'affaires, on a parlé de tout cela, on a parlé des cités. Alors, est-ce que quand même, il n'y a pas une structure qu'on retrouve, structure tribale, structure des groupes, structure des chauffeurs, structure des gangs, tout ça est très organisé. Et surtout, est-ce que quelque part, parce que ça on ne le dit pas, parce qu'on ne peut pas le dire, est-ce que cette structure ne fait pas vivre des milliers de familles et contribue à cette économie parallèle que, évidemment, tout le monde maudit, mais qu'un certain nombre de personnes, dont un certain nombre de personnes s'accommodent? Vous touchez là au point nodal, cardinal de la question. Il est évident que si ce système ne faisait pas vivre un certain nombre de personnes, d'ailleurs croissant dans le cadre d'une crise économique, le problème aurait été réglé depuis infiniment d'années, puisque le président Nicolas Sarkozy s'y était attaqué, il avait
avec volonté. Bon, il n'a pas réussi. Ceux qui l'ont succédé n'ont pas réussi. Et rares sont ceux, à mon sens, qui réussiront. Alors parce que, pourquoi la situation? Pourquoi? parce qu'ils n'arrivent, enfin, si je peux me permettre, aussi louables soient-elles leurs intentions, eh bien, la difficulté, c'est que ils ne comprennent pas véritablement le fonctionnement de l'intérieur des cités. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce travail, plus comme un ethnologue des marges, comme un avocat pénaliste, partir de l'intérieur des cités, et pas que de Marseille. On a toujours le sentiment que Marseille détiendrait le monopole, mais enfin, ça se passe exactement. Lyon, Bordeaux, moi qui suis rattaché au barreau de Paris, je peux vous affirmer que c'est au moins aussi grave du côté de Grigny, de Champigny, que ça ne l'est. À Marseille, à la Castellane, on dirait que les Phocéens détiendraient le Parangon, etc. Je crois tout à fait là-dessus. C'est général, c'est un phénomène qui n'est pas local. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment ça se passe? Eh bien, 2 chiffres. Vous avez 70%, par exemple, prenons l'exemple de Marseille. Oui, vous avez 70% des attributaires du RSA dans les Bouches-du-Rhône qui sont situés à Marseille. 70% du département du Bouches-du-Rhône. Exactement, exactement, qui sont bénéficiaires à Marseille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 40% des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans qui sont au chômage dans ces cités, dans les fameux quartiers nord de Marseille, 14e, 15e, 13e, 14e, 15e, 16e arrondissement. 40%. Alors, il faut bien vivre. Lorsque vous voulez un emploi, c'est très difficile d'obtenir un emploi. Je ne parle pas d'un contrôle au faciès, parce que c'est infiniment plus complexe, parce qu'il faut avoir quand même quelques qualifications pour pouvoir être recruté. Il n'y a pas qu'un contrôle au faciès, c'est facile de dire ça. C'est infiniment plus complexe. Donc, les caïds vont nourrir les gens des cités. Ce sont les fameuses nourrices, les petits choufs de 13-14 ans qui vont, comme le nom l'indique, il y avait un film remarquable qui vont nourrir, qui vont en fait, regarder, ils nourrissent des familles entières. Et c'est pyramidal. Ça. Vous avez jusqu'au chef de la tour, tour au sens géographique, hein, pas, de la cité, de la cité, etc. De la barre, etc. Et comme ces personnes-là, au sein des cités, ne trouvent pas d'emploi, eh bien, ils vont, malgré eux, bien souvent, contribuer à ce trafic de stupéfiants. Vous avez un autre élément qu'il faut reconnaître, c'est que bien souvent, ces personnes qui vivent dans ces cités sont français ou pas, d'origine extra-européenne. Et on va d'autant plus facilement passer à l'acte délictuel ou criminel que ces gens-là, lorsque vous discutez avec eux, ne se sentent pas français. Ils ne se sentent pas français, à tort ou à raison. Peut-être ont-ils des explications, mais c'est une question identitaire qui dépasse sans doute le cadre de notre entretien. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais très majoritairement, ils vous disent d'abord, ce qui compte pour nous, maître, c'est l'islam. Ensuite, c'est notre pays d'origine. Ensuite, c'est notre famille. Après, c'est la cité où on vit. Ensuite, c'est la ville. La France n'est jamais citée. Et il n'y a aucune aucun parti pris idéologique de ma part. Je me l'interdis. Mais je ne fais que dire ce qu'on m'a dit de Grigny à Marseille. Et tous vous disent la même chose. Tous disent la même chose. Et à mon sens, ça crée une difficulté lorsque on nous rebat constamment les oreilles avec des termes, des coquilles vides, comme aurait dit le philosophe Michel Foucault. On nous parle d'assimilation, d'intégration, d'insertion. Mais tout ça, ce sont des vastes plaisanteries tirées de la science politique. Concrètement, tout cela n'existe pas. Et le problème de tous les plans, les plans qui se sont succédés... Les plans de la ville, etc. Regardez, M. Berkoff, c'était la politique de la ville. Alors que c'est pas la ville qui a un problème, c'est au sein de certaines villes et au sein de certains quartiers de certaines villes que un trafic de stupéfiants fait vivre des pans entiers de la population. Or, on qualifiait cela de politique de la ville, comme si on voulait transférer le problème sur la ville, alors qu'en réalité, ça concerne certaines cités. Certaines cités. Sur lesquelles on a dépensé des centaines de milliards, en tout cas 100 milliards. Exactement. Facile. Donc, en fait, Gérald Pendelon, on peut dire que c'est le triomphe de l'économie de ruissellement. Oui. Ça. Oui.
Oui, indécent. et si je peux me permettre de rajouter un élément. Ouais. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, surtout à l'heure du Covid, de la crise sanitaire, c'est plutôt le Comore plutôt que le Covid, parce qu'en réalité, ça a mis sous la paille un certain nombre d'entrepreneurs qui sont sous liquidation judiciaire, etc. Les banques, Catastrophique, oui. banques, c'est pas complètement hors sujet ce que je vais vous dire, les Allez-y. banques ne suivent pas, avec les critères prudentiels, Bien sûr. l'encadrement du crédit, etc. Le chef d'entreprise qui a 50 employés, qui doit faire bouillir la marmite, qui doit continuer à bosser 15 heures par jour parce que lui, il n'a pas le droit d'avoir des congés. Il demande 200 000 à une banque, personne ne le suit. Qu'est-ce qu'il va faire? Et chômage partiel, déjà. Chômage partiel, Ouais. etc., etc. Il n'a que des charges, il travaille que pour payer des charges, mais il ne va jamais bosser pour C'est vrai. emmener Pour sa lui, famille enfin, en pour vacances, etc., etc. Qu'est-ce qu'il va faire? En 48 heures, il va aller taper à la porte d'une cité, il aura 200 000 euros. En 48 heures. Ouais, c'est passionnant. En ça. 48 heures. Vraiment, ça se passe vraiment. Il y va, il y a pas de problème. Sinon, je ne me permettrai pas de vous le dire. En 48 heures, et ce que je vous dis, c'est le secret de Polichinelle, dans un certain nombre d'aéropages, les avocats pénalistes n'apprennent rien dans ce que je raconte. Je comprends. Et les bénéficiaires, au premier rang desquels, lui, il a les besoin bénéficiaires. d'argent, En 48 heures, il a 40. On ne va pas lui demander une tonne de paperasse, savoir où il vit, si on peut prendre une T'as hypothèque sur besoin sa de maison. 200 000, vas-y, prends. Prends. Ouais. Alors, c'est l'essentiel de mon texte, c'est de dire, alors c'est vrai que le terme est un tout petit peu galvaudé, parce qu'on aurait tendance à considérer que si Pandelon dit, ça crée un lien social, alors tout de suite, un lien social, par analogie intellectuelle, il faudrait que ce soit positif. Mais non, il y a d'autres formes de liens sociaux. Ça crée aussi une dépendance. Ça il crée faut une le dire. dépendance, Bah oui. mais un lien social. Lorsque vous n'avez pas à bouffer tous les jours, que vous avez quelqu'un qui fait bouillir la marmite, qu'est-ce que vous en foutez lorsque vous êtes dans cette cité de savoir si c'est généré par le trafic de stupes ou si c'est pas généré par le trafic du stup. Vous avez besoin de scolariser vos enfants, les nourrir. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le problème moral ne se pose pas là. Le problème moral, Il se pose, mais- en fait, le système des cités est à trait d'union morale, Oui, bien en sûr. dehors de la sphère de la morale. Mais quand vous avez une mère de famille qui a été abandonnée par son mari ou qui est tombée sous les balles parce que c'était un voyou, qui se retrouve à devoir élever 3 enfants, qui a juste quelques allocations familiales, etc. Vous avez quelqu'un qui vient taper à sa porte, il dit, écoute, tu me gardes un tout petit peu de marchandises, je te donne 2 000, 3 000 euros par mois. Personne ne refuse, monsieur Berkoff. Mais oui, Personne. Pourquoi? C'est pas que cette dame soit une délinquante d'habitude ou d'avenir ou chevronnée, parce Et que la son casier nécessité, judiciaire la nécessité. ne porte trace d'aucune. De C'est rien, une nécessité qui fait loi. sûr. Nécessité qui fait loi. Alors c'est vrai que vous pourriez me dire, ouais, mais c'est tout le système, toute la société qu'il faudrait. Ouais, mais c'est exact. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. C'est Si on a envie de exact. se poser moralement la question, il faut y répondre. Oui, c'est clair. plus Mais par une quand- impuissance, je dirais, des édiles et notre politique publique que parce Mais que. est-ce Ouais, allez, est-ce vous en qu'il n'y prie. a pas, alors juste, Gérald Pendon, pour aller dans ce sens, c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est extrêmement clair et renseigné ce que vous dites, et d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, alors face à ça, est-ce qu'il n'y a pas deux choses, la pusillanimité des politiques et l'électoral et la démagogie et l'électoralisme, en disant attendez, on veut la paix, on veut pas qu'on nous emmerde, d'accord, allez, bon, on sait que c'est pas bien, mais débrouillez-vous. Les politiques, depuis 30 ans, ont souhaité acheter la paix sociale. Personne ne me contredira sur ce point. Ils ont voulu acheter la paix sociale. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de solution pour juguler, pour assécher les trafics. Outre le fait qu'il y a une forme de géographie politique de la délinquance. C'est-à-dire qu'elle est située sur les hauts de la ville. On sait que ça fait du stup, ça tue pas, ça braque plus. Parce que de toute façon, il y a des systèmes hyper sophistiqués qui ne permettent plus les bracos. Et si les personnes sortaient des cités parce que, par exemple, on aurait supprimé les espèces, par exemple, on aurait créé des commissariats au sein des cités, on aurait mis des gens un peu plus armés, et non pas désarmés, comme ça semble être le fil de l'histoire, peut-être que ces gens-là auraient changé de type de délinquance, auraient quitté les cités pour aller au centre-ville. Qu'est-ce qui se serait produit, M. Berkoff? Une hausse des atteintes aux droits, aux personnes, aux biens, hausse des vols à l'arraché, hausse des braquages, Chute de l'immobilier et de la chute propriété. de l'immobilier et surtout
et surtout, le maire ne serait plus élu. Puisque la véritable condition de la légitimité, c'est la réélection. C'est pas l'élection. Si vous faites 6 ans, parce qu'il paraît que c'est 6 ans maintenant, si vous faites 6 ans et que vous enregistrez une hausse des incivilités pendant votre sextennat, eh bien vous n'êtes pas élu. Or, l'obsession quotidienne d'un homme politique, c'est la réélection. Et pour qu'il soit réélu, il est urgent, alors je sais que ça va sans doute choquer un certain nombre d'auditeurs, il est urgent de ne rien faire. Après les municipales, c'est un excellent enseignement que les auditeurs doivent suivre. On se retrouve après une petite pause. Et vous continuez à nous appeler 0826 300 300. Dans un instant, on ira faire un tour du côté du Val-de-Marne sur Sud Radio. Donnez la parole à Julien et à vous tous qui nous appelez tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et avec vous, auditeurs du Sud Radio, qui avez plus que jamais la parole et qui la prenez, et avec Gérald Pantelon, auteur de La France des Caïds, c'est à vous, on vous écoute. 0826 300 300, direction le Val-de-Marne, je le disais, on retrouve Julien sur Sud Radio. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour maître. On vous écoute. Bah écoutez, moi je voulais déjà vous féliciter pour l'émission, ça a déjà été fait, mais je voulais refaire une petite parenthèse parce que la confrontation d'idées devient de plus en plus rare malheureusement dans nos médias et bravo à ce que vous faites. Merci. Voilà, je voulais faire donner mon avis sur ce remaniement. Enfin, on a souvent tendance à parler de refondation, se réinventer, ce sont les mots du président. Oui. Et en réalité, personnellement, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste de nature, mais je pense que tout ça n'est que malheureusement de l'enfumage, parce que même si ce monsieur Castex arrive à la tête du gouvernement, eh bien, en réalité, rien ne va changer, puisqu'en réalité, on le sait très bien, la feuille de route de tout président qui est aux responsabilités, eh bien, c'est celle de Bruxelles, c'est celle des GOPÉ, dont les politiques d'ailleurs ne parlent jamais, j'insiste bien jamais sur ce point-là. Et malheureusement, je pense qu'ils vont tenter en réalité de nous faire une touche sociale en fin de quinquennat, bien connu. En début de quinquennat, on fait les réformes difficiles. On fait effectivement ce qui ne plaît pas aux Français puisqu'on est en début de quinquennat. Et en fin de quinquennat, on essaie de faire des choses un peu plus sociales, un peu plus douces pour espérer ensuite se faire réélire en 2022. Ah, la réélection, toujours, bien sûr. Eh oui. Ouais. Et alors, donc vous pensez que rien ne va changer, à votre avis mais de toute façon, bien sûr, à mon avis, franchement, et en toute objectivité, je pense que rien ne changera, parce que je vous dis, la feuille de route, ce sont les GOPÉ qui sont demandés par Bruxelles et qui sont appliqués par chaque gouvernement et chaque pays. C'est la feuille de route chaque année pour chaque pays. Donc juste, Julien, vous seriez... Oui, alors Julien, vous seriez, juste un mot, vous seriez pour un Frexit ou pas? Honnêtement, objectivement, j'ai voté pour des partis, on va dire, progressistes auparavant. Je pense que ça devient malheureusement la seule solution, sans tomber dans les extrêmes et dans le nationalisme. Attention à pas confondre ça. Souvent, on essaie de mélanger tout ça, mais en étant raisonnable. Moi, je fais des études d'économie, j'ai quelques bases. Je prétends pas être un expert. Je dis juste que je pense malheureusement qu'aujourd'hui, on arrive à un moment donné où plus ça va aller et plus ça va devenir très très compliqué. On n'a plus les manettes de rien, et je crains que ce monsieur Castex, qui a certainement des qualités, je ne le remets pas en cause, mais je pense qu'il ne changera rien. Vous pouvez mettre Pierre, Paul ou Jacques, la politique sera la même. C'est pas une question d'hommes, c'est une question de politique. Ils n'ont plus les manettes malheureusement, et donc si on ne sort pas de l'Union européenne comme ce qu'ont fait les Anglais, on peut les critiquer. D'ailleurs, je constate qu'aujourd'hui le Brexit, on ne parlait que des effets catastrophiques, cataclysmiques. On n'en entend plus parler. Et ça, vous savez, c'est toujours les mêmes qui parlent des effets catastrophiques et après on ne parle plus de rien. Julien, non mais je vous ai écouté, en tout cas et on vous a écouté. C'est vrai, on va voir, écouter ce qui va se passer, mais je comprends que vous soyez légèrement, et quand je dis légèrement, c'est une litote, que vous soyez sceptique quant au résultat. Merci Julien. Merci à vous Julien. Franck nous appelle au 0826 300 300 depuis la ville de Toulouse sur Sud Radio. Bonjour Franck. Oui, bonjour messieurs. Oui, j'ai trouvé très intéressant votre avocat. Bon, pour le remaniement, moi je pense que Castex, il a pris quand même... J'avais suivi l'émission très intéressante de quelqu'un qui avait analysé l'entourage de Macron. Oui. Je pense qu'il a quelqu'un qui est, comme il disait, modélisé. Et je pense qu'il l'a enlevé Édouard Philippe, parce qu'à mon avis, il lui faisait un petit peu d'ombre.
Et là, et à mon avis, il va le planter 2-3 fois, M. Caltech, histoire que lui se mette en avant pour redorer un petit peu Son blason. Il a pris quelqu'un qui est complètement... Moi, j'aurais vu le gendre, vous voyez, vraiment le bobet de premier service qui y amène à tout. Et je pense que... Oui, vous exagérez. Vous auriez vu Sibeth Ndiaye, en vérité, la seule qui avait l'intelligence et l'acuité de remplacer Édouard Philippe. Non, c'est Sibeth Ndiaye. Non, vous croyez pas, Franck? Ah non, pas à ce point-là. Il est déjà quand même très très mal entouré. Je sais pas comment il a fait. Au niveau du casting, je sais pas comment il a fait. Mais il a presque fait sans faute. Je pense que Courtaney va ventiler, Sibeth Ndiaye il va ventiler. Sauf qu'il n'a pas grand monde à mettre à sa place. Mais je pense qu'il va vouloir faire tout seul toutes ses idées pour se remettre d'aplomb et se refaire. Mais ben, je pense qu'il n'est pas... Et à votre avis, Franck, il se refait ou pas d'ici 2 ans, là? Vous le sentez comment? Ah non, moi je vois pas, c'est pas possible. Moi, l'image qui me reste, c'est quand même les policiers qui tapent sur les pompiers. C'est une discrimination de la France qui est quand même... c'est vrai que les policiers qui tapent sur les pompiers, c'était pas mal, oui. Moi, ça a été terrible. Alors, par contre, j'ai trouvé l'analyse de votre intervenant vraiment très intéressante parce que moi, je suis complètement d'accord avec lui que ça favorise le système. Il y a juste un côté, moi, qui me gêne là-dedans. Bon, j'ai 62 ans, j'ai quand même un certain âge. C'est qu'à un moment donné, il devrait légaliser. Je veux dire, s'il y a 3,6 milliards... Ah oui, légaliser carrément. Oui, c'est une bonne question. Le hashish, on est d'accord. Le hashish, on est bien d'accord. Ça rapporte des sous, mais c'est surtout que moi, je vois le côté médical, parce que je parle avec des docteurs, puisque moi, je suis dans le sport, et puis c'est que ils sont très inquiets, parce qu'on fume quoi? Un petit peu, il y a un petit peu de shit là-dedans, mais sinon, c'est du cirage, c'est du pneu broyé, et les docteurs, ils savent pas comment faire. Ça fait des traumatismes que le hashish, je dirais, un petit peu de qualité, le STH ne fait pas tant de dégâts. Et côté moins médical où les mômes, ils deviennent complètement fous, complètement hagards, parce qu'ils fument de la merde, pour bien dire, quoi. Parce que d'autres, plus ils coupent, plus ils vendent, plus ils font de profit. Mais c'est vrai que ça arrange tout le monde que la légalisation, au moins ça fera... Regardez les États-Unis qui sont si prudes, ils ont réussi à... Le marijuana est devenu médical là-bas, ou presque. Oui, non, mais écoutez, Franck, on va en parler justement avec Gérald Pandelon, mais c'est vrai que est-ce que c'est une solution? On va en parler, mais voilà. Écoutez, on va suivre. En tout cas, ne confondons pas Castex et le hashish. Chacun à sa place, et on en reparle après une toute petite pause. Et je vous rappelle qu'on est toujours avec l'invité d'André Berkoff par ailleurs, Gérald Pandelon, qui nous présente son livre La France des caïds. C'est publié chez Max Milo. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Dans tous nos états, évidemment, et on parle de quelque chose qui est fondamental, qui fait partie de l'économie. On parle du trafic de drogue, on parle des caïds avec Gérald Pandelon, on parle de toutes ces personnes qui tiennent, c'est vraiment en France. Alors, c'est pas une question de territoire perdu ou pas de la République. D'ailleurs, ils sont perdus pour certains, conquis pour les autres et gagnés pour les autres. Donc, le problème, c'est comment ça fonctionne. Et justement, par rapport à ce qu'a dit Franck, l'un de nos auditeurs, Gérald Pandelon, il disait, mais au fond, écoutez, on connaît ça, il a prouvé tout à fait votre analyse. Il disait, mais alors pourquoi on ne légalise pas? Pourquoi cette hypocrisie qui consiste à dire qu'on sait que des millions de jeunes fument du hashish, etc., la marijuana, etc. Pourquoi on ne légalise pas? Quel est votre avis là-dessus? Mon avis, c'est qu'il s'agit d'une question non pas de l'auditeur, que je respecte éminemment, mais il s'agit d'une question d'une extraordinaire hypocrisie. Je vais essayer de m'expliquer. Allez-y. À l'évidence, si vous légalisez le trafic de cannabis, alors non seulement les délinquants qui ont horreur du vide criminel vont s'orienter vers d'autres types de délinquance, donc ça ne fera pas chuter d'une façon... Mais s'ils ne trouvent pas d'autres domaines, pardon, maître. Mais ils en trouveront toujours. Ils en trouveront, à votre avis. Ils en trouveront toujours. Mais surtout, je pense que ça risque de heurter, qu'on l'accepte ou l'éplore, la morale la plus élémentaire. Quel père de famille
quelle mère de famille acceptera que sa gamine, son gamin, aille à la pharmacie du coin ou dans un drugstore, aller s'approvisionner en cannabis, en bœuf, en sachant que toutes les analyses médicales par ailleurs nous expliquent que c'est infiniment dangereux pour la santé. Ça, je ne vous suis pas là-dessus. Oui, je vous donne mon avis. Votre avis, mais parce que les analyses médicales, honnêtement, elles ne sont pas toutes unanimes là-dessus. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne va pas me répondre que l'alcool, c'est légalisé. Les cigarettes, etc. Mais le cannabis aussi produit des effets neuronaux qui sont graves. Je ne dis pas qu'il y en a pas, et bien souvent, il y a une hypocrisie de la part d'un certain nombre de parents qui, sur un plan intellectuel, sont favorables à ce que une légalisation puisse intervenir, sans doute, souvent, enfin je généralise pas, mais des personnes d'obédience plutôt de gauche, mais les mêmes personnes qui, lorsque vous les interrogez, sont en privé diamétralement opposées à ce que ce fût légalisé. Alors il faut légaliser ou il ne faut pas légaliser. C'est comme s'il y avait, en quelque sorte, un hiatus entre ce qu'on pense sur un plan intellectuel et ce qu'on pense et ce qu'on vit. Ouais. Donc, bon, à l'évidence, la légalisation pourrait contribuer au moins au début, à assécher les trafics, sauf que ce à quoi on n'a pas pensé, c'est que la légalisation permettrait que le trafic puisse se perpétuer, mais ailleurs. Ils sortiront des cités, et puis ils continueront leur trafic ailleurs. Pourquoi la cité? C'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, sauf que si c'est vendu, ils pourront trafiquer. On n'a pas besoin d'eux. Oui, certes. Mais bon... Je vais être très franc. Est-ce que ça vous embête pas plutôt parce qu'il y aura plus de caïd? Je pense que le caïda et le banditisme, c'est la chose du monde la mieux partagée. Ça veut dire que, et puis vous savez, vous avez plusieurs formes de banditisme. Alors on parle aujourd'hui du caïda des cités, mais lorsque vous avez une délinquance à col blanc qui se développe, vous n'avez pas affaire à des gens vous avez affaire à des gens qui sortent d'HEC, de Sciences Po, qui sont dans la délinquance financière. La défense, le vrai problème, et on va en reparler, le vrai problème de ça, c'est que effectivement, ce que vous dites très, très justement, c'est votre première partie, c'est pas une défense, mais c'est que comment on fait pour l'économie parallèle. C'est-à-dire, comment on fait, quand on est en période de crise économique, de nourrir des dizaines de milliers de gens qu'on ne sait pas comment nourrir. Mais on ne le peut pas. C'est ça. Et ça, c'est un problème terrible. C'est ça le vrai problème. Le fond de problème, il est là. C'est pas la légalisation ou pas. Exactement. C'est comment on nourrit les gens. Et Absolument. ça, c'est un vrai problème politique. Absolument. On a, je crois, un auditeur, en tout cas un politologue. Alors, nous allons retrouver dans quelques instants nos auditeurs, et notamment Béranger qui nous appelle effectivement de Dordogne au 0826 300 300. Auparavant, on revient sur la nomination du nouveau Premier ministre Jean Castex avec Olivier Roucan, politologue, enseignant, chercheur en sciences politiques évidemment et chercheur associé au CERSA. Bonjour Monsieur Roucan. Bonjour. Alors justement, vous savez, on ne connaît pas, là, on vient d'apprendre la nomination comme tout le monde de Jean Castex, que l'on connaît évidemment, mais qu'on ne connaît pas. Et il est de quel, comment dirais-je, comment vous le portrait de Castex, vous le décririez comment politiquement? C'est quelqu'un qui est très engagé, qui est plutôt administrateur, qui est... Dites-moi. Disons que politiquement, c'est un profil d'homme de droite, engagé, auprès de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, et qui est engagé localement aussi dans sa mairie de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, il a incontestablement une couleur politique, une sensibilité politique. Mais dans son profil, on retient aussi le fait que c'est un haut fonctionnaire, un technicien de haut niveau, qui était sur des dossiers lourds, la préparation des JO, et puis ensuite le déconfinement, et qui a été aussi un homme de cabinet, donc il connaît bien à la fois l'aspect, je dirais, administratif et l'aspect politique des choses. Simplement, ce n'est pas une figure visible, c'est un inconnu qui est nommé pour le grand public Premier ministre. Et vous diriez, Olivier Roucan, que en l'occurrence, il sera plus, disons, un fidèle exécutant d'Emmanuel Macron. Je ne dis pas ça en sens péjoratif, exécutant. C'est-à-dire, il sera plus homme de l'ombre qu'Édouard Philippe était plus tenté à prendre la lumière.
Oui, disons que Édouard Philippe, au fil des mois, avait acquis cette visibilité et puis cette autorité politique aussi auprès de l'Assemblée, parce qu'il faut jamais oublier que sous la Ve République, le Premier ministre est le patron de la majorité parlementaire. Alors il est vrai que de ce point de vue, Jean Castex doit faire ses preuves. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'instant un leader de la République en marche, ce n'était pas un vrai leader au sein des Républicains. Donc il va devoir piloter cette majorité. Ça montre donc qu'il y a une évolution finalement avec ce quinquennat. C'est que de plus en plus les présidents, dans tous les cas Emmanuel Macron cette fois-ci, a la tentation, disons, de présidentialiser vraiment l'exercice du pouvoir. À un moment, un Premier ministre, alors fidèle exécutant, on verra, mais dans tous les cas, qui pour l'instant n'est pas une autorité politique reconnue. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, et vous avez raison. En fait, ce qui est que dernière question quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, parce que la présidentialisation, elle était là depuis le début, est-ce que ce n'est pas une manière pour Emmanuel Macron de signifier un peu que je remplace quelqu'un qui prenait un peu trop la lumière, et y compris les sondages, enfin les chiffres des sondages, et prendre quelqu'un qui peut-être sera non pas plus malléable, mais sera encore une fois quelqu'un qui va me suivre fidèlement. Est-ce que c'est pas ça? C'est ça, c'est l'idée que dans la mesure où Édouard Philippe avait pris du poids et sans doute trop de poids, et notamment de popularité, l'idée est de revenir un peu à l'équation de départ, c'est-à-dire nommer quelqu'un de moins connu et qui va finalement laisser toute la lumière, toute la visibilité au président. Et encore une fois, c'est sans doute le fait que le président tire aussi les conséquences du quinquennat, parce qu'on voit bien depuis le quinquennat que le Premier ministre tantôt est trop effacé, tantôt trop présent. Et donc l'équilibre au sommet de l'État est difficile à trouver. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier Roucan pour ces éclaircissements. Et à très vite, on continuera à le faire. Merci beaucoup Olivier Roucan, je rappelle par ailleurs que vous êtes politologue. Merci d'être intervenu sur Sud Radio 0826 300 300. Béranger qui patiente depuis quelques longues minutes et qui nous appelle de Dordogne sur Sud Radio. Bonjour Béranger. Bonjour André, bonjour aux auditeurs, bonjour à Jean-Marie. Bonjour. On vous écoute. Donc oui, juste en préalable, vous aviez tout à fait raison, Jean-Marie, André, sur votre argument sur le caïda face à Gérald Pendelon il y a quelques moments. Effectivement, si on légalisait une partie des substances qui sont consommées par millions en France, on couperait l'herbe sous le pied à ces petits caïds, mais l'État ne le fait pas parce que l'État veut acheter la paix sociale. Et voilà, c'est tout. Il ne veut pas que ça remue trop dans les quartiers parce qu'ils savent que ça peut partir en sucette très rapidement. Donc moi j'invite Monsieur Pendelon, comme d'autres auditeurs, à s'interroger plutôt sur les origines de l'immigration de masse à la fin des années 70, immigration d'origine plutôt maghrébine, qui a été organisée en réalité pour le profit du patronat, qui avait besoin de main-d'œuvre pas chère pour faire travailler chez Bouygues, pour faire travailler chez Renault, dans les usines. Enfin bon, voilà. Vous pensez au regroupement familial de l'époque, effectivement, Giscard Chirac. Voilà, tout à fait. 75, voilà, Marx analysait ça il y a des années. C'était l'armée de réserve du capital, c'est les pauvres. Hein. Donc on importe des pauvres, on les met en concurrence avec les pauvres autochtones, et puis on en tire du profit. D'ailleurs, juste un mot, c'est pas notre sujet, mais quand même, c'était la politique de Georges Marchais qui disait attention, l'immigration légale ou clandestine fera que les salaires baisseront. C'était ça. Et c'était Karl Marx lui-même, au moment de l'International, qui demandait aux ouvriers polonais de ne pas venir en Angleterre pour ne pas casser les salaires des ouvriers anglais. C'était le premier Karl Marx, c'est ça. Et alors, Georges Marchais l'avait écrit dans Le Défi démocratique à la fin des années 70, en 1973 déjà, voilà, c'est tout à fait ça. Bon, donc l'immigration d'aujourd'hui qu'on connaît, c'est les conséquences d'une décision politique en faveur du patronat de l'époque. Première chose. Et la deuxième chose, effectivement, alors moi je voulais intervenir sur le déconfinement. Alors ça va nous faire le lien, comme on est en journée de remaniement ministériel, avec ce Jean Castex, qui est une marionnette fadasse comme les autres. Hein, je veux dire, vous êtes sévère, là, vous êtes sévère. Hein, non, vous allez voir, parce que Jean Castex, comme d'autres, aux côtés d'Olivier Véran, il assistait notamment à des réunions qui étaient données en visioconférence par Bain & Company, qui est une
qui est une officine américaine qui a été chargée du déconfinement par le gouvernement. Donc Jean Castex, il assistait aux côtés notamment de syndicats de biologistes. Alors c'est des infos qui sortent de Marianne, hein, je cite mes sources. Donc aux côtés d'Olivier Véran, il y avait des membres de son cabinet, il y avait donc Jean Castex, il y avait des voilà. Donc vous dites que ça changera rien à rien, quoi, tout cela. Non, c'est pas que ça changera rien, c'est que les dés sont jetés. Le confinement et le déconfinement sont des décisions qui sont prises au-delà, enfin j'ai envie de dire, qui sont influencées par des gens qui ne sont pas des décisionnaires élus, ni même le président, ni même le Premier ministre. Et je vais terminer là-dessus. Je vous invite, vous l'avez déjà cité, il me semble, dans votre émission, mais intéressons-nous à Monsieur Neil Ferguson, qui est un épidémiologiste, voilà, et un modélisateur de l'Imperial College, qui prévoyait 500 000 morts. Ce Gugus prévoyait 500 000 morts en France, en Angleterre. Il prévoyait 2 200 000 morts aux États-Unis. On est d'accord ? 2 200 000 morts. C'est vrai. C'est une fumisterie, évidemment. Et vous savez, attendez, juste un mot, et Ferguson est le responsable de la destruction du moitié du cheptel de vaches anglaises. Il avait dit que toutes les vaches anglaises auraient la vache folle. Ils ont détruit, enfin, on devrait ricaner si c'était pas dramatique, la moitié du cheptel anglais, britannique. Donc voilà, les modélisateurs. Je savais pas. Je vous le dis, c'est intéressant. D'accord. Béranger. Voilà, donc monsieur, juste pour terminer, parce que quand même, hein, je veux dire, que nos gouvernants, qu'il y a une crise de légitimité terrible aujourd'hui, hein, je veux dire, les gens ont absolument plein le dos de ces gouvernants qui sont des marionnettes et des guignols. Donc que ce monsieur ait influencé la politique de confinement d'Emmanuel Macron et du gouvernement, il a disparu des écrans radars parce qu'il est allé voir sa maîtresse pendant le confinement. Ce monsieur Ferguson, c'est la même fumisterie que le Lancet. Ce sont des gens qu'on croit très sérieux, intouchables, extrêmement rationnels. En réalité, il n'en est rien. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des gens qui sont capables de mentir pour parvenir à leurs fins. Et en réalité, avec des chiffres aussi catastrophistes, ce qui était prévu pour une partie de nos dirigeants, c'était qu'il y ait effectivement beaucoup plus de morts. Ce qui aurait justifié, voilà, ce qui aurait justifié ce confinement, qui va nous mettre en crise économique majeure, parce que on va arriver au début de la crise. Hein. On va arriver au début de la crise. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le prédit. Et en conséquence, moi je vois de plus en plus de gens qui commencent à s'organiser, je vois de plus en plus de gens qui savent très bien qu'il y a une crise de la légitimité. On est au lendemain d'élections municipales. On voit des gens qui sont élus avec 20%, 30, 40% maximum des inscrits électoraux. Il y a une crise de la légitimité dans ce pays. Les politiciens vont bientôt faire leur valise. Je vous le dis parce que d'ici 1 an, 2 ans, la fin du mandat Macron, ça va vraiment bouger très fort. Vous vous attendez à des affrontements, vous pensez qu'il y aura une réaction? Parce que beaucoup de gens disent oui, mais vous savez, les Français, ils acceptent tout, ils sont résignés, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire. Vous attendez à autre chose, vous, Béranger? Est-ce que les gens ont envie de réagir? Non, mais c'est une vraie question. Je m'attends à une grosse crise parce que quand on demandera par exemple le remboursement des prêts d'État pour les TPE, PME, il y a des gens qui ne pourront pas les rembourser. Et il va y avoir une crise des classes moyennes, parce que ce sont les classes moyennes qui ont morflé là, pendant la pandémie. Les classes ouvrières, les classes de base, elles ont déjà morflé. On a détruit 500 000, 800 000 emplois industriels depuis l'ère Sarkozy. Donc la crise, elle est devant nous. Oui, mais ça on le sait. Non, mais Béranger, excusez-moi, ça, l'analyse, on le sait, vous avez raison de la faire. Enfin, mais le problème est de savoir est-ce qu'il y aura réaction ou pas. Ça, les analyses, on les entend du matin au soir. Mais les réactions ou pas réactions, à votre avis, J'ai pas de boule de cristal, André. Non, mais qu'est-ce que vous sentez? Non, mais moi je demande votre ressenti. Voilà. Moi, mon ressenti, c'est qu'effectivement, des gens vont s'agiter, des gens vont s'énerver, des gens vont avoir peut-être vont proposer de mauvaises solutions. Ça peut finir dans la rue en partie, mais il y a des gens qui aussi pensent à d'autres systèmes, pensent à d'autres alternatives. Donc je sais que voilà, il y a des choses qui sont en route.
s'organise. On va suivre, Béranger. Et on va suivre. Oui, on va suivre avec vous. En tout cas, merci. Merci de vos actions, merci de vos analyses et de votre ressenti. On reste ensemble. Et vous continuez à nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes avec vous, auditeurs du Sud Radio, et nous sommes avec Gérald Pandelon, la France des caïds. Et si vous voulez une analyse qui ne soit pas une analyse de bisounours et une analyse de Blanche-Neige et les 7 nains, lisez cette France des caïds parce qu'au moins ça vous dit ce qui se passe. Alors vous pouvez être horrifié, vous pouvez être content, vous pouvez pas être content, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il se passe ceci. Gérald Pandelon est bien placé, il est l'avocat d'un certain nombre de caïds, il connaît, il en parle et il en parle sans phare. Vous vouliez intervenir, Gérald Pandelon? Si vous me permettez juste une petite remarque par rapport à notre auditeur précédent, qui était sans doute de bonne foi, mais qui, à mon sens, ne connaît pas suffisamment le système du Qaïda de l'intérieur. C'est-à-dire que vous pensez, imaginez ces personnes qui ont toutes, surtout les parrains, anticipé le risque qu'il pourrait exister d'une légalisation du trafic de stupes. Vous imaginez bien qu'ils l'ont anticipé, ils y pensent. Que va-t-il se produire? Ce sont les buralistes, ce sont les pharmaciens qui pourraient récupérer donc de façon légale, comme le nom l'indique, ce trafic. Mais ils vont tous subir des extorsions de fonds en bande organisée. Ils seront attaqués. Évidemment. Alors, si... Oui, mais on pourra dire qu'il y a une bonne police et qui les protégera. Oui, mais la police, encore faudrait-il qu'elle puisse exercer ses missions de force de l'ordre. C'est-à-dire que si vous les désarmez... c'est-à-dire que... non, mais je comprends. D'un côté, on dit désarmons la police, d'ailleurs, sur ce point, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a tendance à relativiser des choses qui sont d'une extraordinaire gravité et d'une certaine manière à absolutiser ou rendre absolues des choses très mineures, relativiser des choses très graves. Par exemple, la banalisation de la corruption dont on aurait pu parler, et qui est endémique, et qui, sans cette corruption, vous ne pourriez presque pas pouvoir fonctionner, et absolutiser des éléments qui sont somme toute d'une relative importance. Lorsque des fonctionnaires de police, excepté l'affaire Traoré, où j'admets qu'il y a eu sans doute une bavure, mais j'ai jamais vu un fonctionnaire de police agresser volontairement dans la rue un citoyen qui transgresserait pas ou qui respecterait parfaitement les lois de notre pays. L'inverse n'est pas vrai. S'agissant d'un certain nombre de voyous. Mais si je peux me permettre encore un élément. Je crois que ce qui soulève la difficulté de la légitimité, c'est parce que on a souvent le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Prenons, si vous me permettez, M. Berkoff, l'exemple très rapide du phénomène de la manifestation des Gilets jaunes. Savez-vous qu'il y a eu 10 000 placements en garde à vue, 5 000 poursuites pénales qui ont été ordonnées par le parquet. Au moment des Gilets jaunes. Exactement. 2 000 comparutions immédiates. 3 000 jugements prononcés dans un laps de temps, vous me le concéderez, très très court. 400 mandats de dépôt, c'est-à-dire une incarcération provisoire immédiate. Certes, à Toulouse, un gilet jaune a envoyé, il n'aurait pas dû le faire, un cocktail Molotov. Il a écopé d'une condamnation de 5 années avec ferme avec emprisonnement immédiat. J'observe, et là c'est plus, encore une fois, le citoyen que l'avocat, mais j'observe que lorsque un tiers du quart de la moitié est effectué par des personnes qui ne sont pas des gilets jaunes, lesquels, à 90%, étaient de paisibles citoyens. Absolument. Les peines sont curieusement d'une infinie bonté. On parlait bon casseur, etc. Une infinie bonté. Alors, je vous avoue que, au-delà du volet idéologique qui peut présider à de telles décisions, je ne vois pas quel est le critère d'appréciation en matière judiciaire. Absolument. Peut-être un auditeur. Oui, assez rapidement. On retrouve Bernard qui nous appelle de Font-Romeu. C'est presque un voisin du nouveau Premier ministre Jean Castex, puisque Font-Romeu est à 40 km de la ville d'où le Premier ministre est maire. Bonjour Bernard. Oui, bonjour à vos auditeurs et bonjour à vous-même. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi j'habite à côté de Font-Romeu, dans la vallée du Carol.
Et bon, mais bien sûr, j'ai entendu parler de Jean Castex. Oui. Mais déjà, c'est un peu mes origines, puisque moi, je suis gascon. D'accord. Bon, c'est déjà une chose. Mais enfin, on ne va pas se noter que là-dessus. C'est un monsieur qui a du tempérament. Bon, disons qu'ici, nous, on souhaiterait, s'il va au sommet de sa gloire, qu'il fasse un peu... qui s'occupe de vous, quoi, un peu. Qui s'occupe un peu de nous, voilà, parce que c'est vrai que je ne veux pas déjà faire des mauvaises éloges. Pour la 116, elle a été oubliée pendant... Il ne faut pas oublier qu'on a été quand même le cordon ombilical avec la plaine, avec Perpignan. On a été privé de tout ça pendant 4 mois. On va demander à Castex qui répare tout ça quand même. Il en a pour 2 ans là. Vous savez qu'il reste, normalement, à moins qu'il y ait un incident, il reste jusqu'à la fin, quoi. Donc il pourra le faire, voilà, j'espère. Disons que la rumeur qui circule, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose. Peut-être qu'il était occupé ailleurs. Peut-être qu'il préparait tout ça, parce que vous savez, ce sont quand même des stratèges. Ouais. Voilà, donc, mais vous dites que jusqu'à présent, il n'a pas fait grand-chose localement, vous voulez dire? Mais localement, certainement dans la circonscription de Prades et tout ça, certainement. Je pense qu'il est en vitesse de croisière. C'est un monsieur qui a de l'expérience depuis 2008. Voilà, il a quand même un parcours. Et puis surtout un parcours de grand administrateur, c'est-à-dire de haut fonctionnaire. Et voilà, il est déjà, je veux dire, il a déjà fait un peu les... il a un peu aidé à gauche et à droite. On va voir. Écoutez, on va voir. Hein. Il vient d'être nommé et on reparle. C'est ce qu'on fait. On se rappelle dans 1 mois et peut-être au bout d'1 mois, on verra un peu s'il y a un bilan. Avec un peu Merci. de temps, je vous souhaite, André Berkoff, dans 1 mois d'être quand même en vacances malgré tout. C'est vrai. Ce sera après, restez tant que vous voulez, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, en tout cas Bernard, de nous avoir appelé depuis Font-Romeu au 0826 300 300. Nos excuses à Marie qui attendait en plus depuis un petit moment depuis les Hautes-Pyrénées. On est vraiment désolé, on vous donnera la parole lundi prochain sur Sud Radio, date du retour de Berkoff dans tous ses états, évidemment en direct de midi à 14h. Merci évidemment à son invité Gérald Pandelon, avocat, et qui nous présentait son ouvrage passionnant, La France des caïds. C'est publié chez Max Milo. La journée continue sur Sud Radio. Juste après les informations, on vous représentera une énième fois, mais c'est bien normal, le nouveau Premier ministre de la France qui s'appelle Jean Castex et qui nous vient de la droite et des Pyrénées-Orientales. Ensuite, nous retrouverons Brigitte Lahaye, Sud Radio, de 14h à 16h. Portez-vous tous bien.